La décarbonation, décarboner sa ferme et s'adapter au changement climatique, une nécessité mais aussi une opportunité. Pour modérer cette table ronde, on retrouve Valérie Dame. Merci Valérie de me rejoindre. Et pour intervenir, cinq intervenants. Marc Dunet, le directeur régional de Total Énergie, bienvenue. Cindy Chauviré, agricultrice en GAEC-lait dans le Maine-et-Loire. Olivier Judil, le vice-président de la Coperle en charge de l'environnement. Benoît Rouillet, le responsable du service climat à l'Institut de l'élevage, l'IDEL. Et cinquième intervenant, Thierry Caquet, le vice-président de l'INRAE International. Bienvenue à vous. Bonjour, prenez place. Merci à vous d'être là, merci à nos invités. Donc comme vous le voyez, la table ronde est bien garnie. Donc on a plein de questions à étudier. Donc on a 1 heure, on va en profiter du mieux possible. Alors décarboner l'agriculture tout en s'adaptant au changement climatique, est-ce que c'est possible? On va surtout voir au niveau des acteurs qui sont là autour de la table, les producteurs, les fournisseurs de l'agriculture, les chercheurs, ce qu'ils en pensent, comment ils vivent les choses. Alors vous le savez, l'agriculture pèse, je crois que c'est 1/5, j'aurais dû réviser, mais des émissions françaises de gaz à effet de serre. La France s'est engagée à réduire ses émissions de 50% d'ici, alors c'est 2030, à atteindre la neutralité carbone en 2050. On est inscrit dans des objectifs européens. La COP30 nous a rappelé qu'on avait quand même un retard assez préoccupant, mais il n'y a pas que l'agriculture. Enfin, je ne sais pas si on peut se rassurer comme ça, mais voilà, ne chargeons pas plus l'agriculture que d'autres secteurs. Voilà. On va démarrer, on va faire un petit tour de table très très rapide. Je vais vous demander de répondre quasiment par un oui ou non ou je ne sais pas, mais voilà, par un tour de table express. Alors, pour vous, oui, normalement vos micros sont ouverts. Donc je vais commencer par Olivier Judil, qui est juste à côté de moi. Bonjour, vous êtes producteur de porc dans les Côtes-d'Armor et vice-président de la Coperle. Alors, la question sera la même pour tous. Donc pour vous, décarboner l'agriculture tout en s'adaptant au changement climatique, mission possible ou impossible? C'est une mission possible. Possible. Cindy Chauviré, vous êtes productrice de lait dans le Maine-et-Loire. On reviendra sur les détails. Mission possible ou impossible? Possible. Mission possible. Thierry Caquet, vous êtes vice-président de l'INRAE et on détaillera votre carrière tout à l'heure. Mission possible ou impossible? Possible, mais avec de nombreux chemins différents selon l'endroit où on se trouve. Très bien. Benoît Rouillet, donc vous êtes chargé d'études en responsabilité de mission que vous nous détaillerez tout à l'heure à l'IDEL. Mission possible ou impossible? En accord avec mes collègues, possible. Bon. Est-ce qu'on aura un nom? Je ne sais pas. Donc Marc Dunet, vous êtes directeur régional pour l'Ouest de Total Énergie. Alors pour vous, c'est une mission possible, impossible? Techniquement possible, avec un surcoût. Donc maintenant, l'acceptabilité, c'est est-ce qu'on est capable de payer un peu plus pour décarboner? Et voilà, il nous a plongé dans la marmite, donc allons-y. Merci beaucoup. Alors dans un premier temps, on va commencer avec vous, si vous voulez bien, Cindy Chauviré. Vous êtes donc productrice dans le Maine-et-Loire, en GAEC avec votre mari. Vous produisez 800 000 litres de lait, c'est du lait C'est qui le patron? Pardon? Et du lait bleu blanc cœur. Et bleu blanc cœur, sur 90 hectares. Bon, c'est une ferme que j'ai visitée, hyper bien organisée, avec un robot de traite, un robot d'alimentation, voilà, du confort de travail. Vous êtes aussi administratrice d'une OP, lait, on en parlera tout à l'heure. Alors, la décarbonation, quand je suis venue vous voir, c'est quelque chose déjà qui vous préoccupe depuis un moment. Pourquoi? Parce que vous pourriez vous dire, allez, on prend une contrainte de plus en agriculture. Non, pour chez nous, la décarbonation, ça a été quelque chose pour se dire, plutôt que de subir, autant l'anticiper. Et puis, comme ça, on ne va pas subir les choses. Très bien. Alors, donc, vous avez mis en place des actions concrètes sur votre GAEC. Qu'est-ce que vous avez fait? Ça a commencé par quoi et quand? Alors, nous, on a commencé en 2014 en robotisant. Donc, il faut savoir qu'aujourd'hui, on a une ferme qui est robotisée, je dirais, entre 80 et 90%, robot de traite, robot d'alimentation. On a troqué le fuel contre de l'énergie, de l'électricité verte. Très bien.
D'autres choses au niveau du troupeau, par exemple? Oui, alors donc on a travaillé sur un levier énergie. On a construit une méthanisation collective. On est 52 exploitations. Et le gaz part pour d'ailleurs un gros industriel laitier et la collectivité. On a également investi dans du solaire. On a 500 kg de panneaux solaires en totale revente. Et on a aussi ce levier élevage où il y a 2 ans, on a eu la chance de pouvoir rentrer dans le cahier des charges Bleu-Blanc-Cœur. Alors, ça change quoi, ça? On décarbone avec ça? Alors, on décarbone dans la mesure où on investit dans la ration des vaches, dans du lin, dans la santé des vaches et du coup dans la santé des hommes. Et le fait d'investir dans la ration de qualité, ça vous donne un plus à quel niveau? Alors, ça nous donne un plus au niveau de la santé des vaches, clairement, de la repro, enfin tout, et aussi une plus-value au niveau de la vente de lait. Très bien. Donc vous avez travaillé sur l'énergie, sur la conduite de l'élevage, au niveau même des génisses, je crois. Oui, on a avancé l'âge au vélage des génisses. On est passé de 27 à 25 mois et demi. Et puis, on a aussi travaillé sur le sol. On fait partie de groupes de progrès en agriculture de conservation des sols. Voilà, alors pour les gens qui ne sont pas trop techniques, ça veut dire qu'au-delà de la conduite de l'élevage et de l'énergie, vous avez complètement changé vos façons de produire vos cultures. Oui, on a complètement changé. Depuis 2014, on a arrêté de mettre la charrue dans le champ. Et on travaille du coup en semi-direct. On travaille vraiment le sol en surface et on utilise des mélanges plutôt légumineuses, etc. Toutes ces transitions, ça vous coûte? C'est une contrainte? Ou ça va dans le sens de votre performance, comme vous dites, technique et contre ou pour la performance économique? Alors tout ça c'est lié. Je dirais que, alors oui, ça coûte. Ça coûte au moins du temps. C'est de la formation. C'est de l'information et c'est de la formation. Il faut savoir de quoi on parle, de comment on le fait et qu'est-ce que ça implique derrière. Donc oui, ça coûte. Ça coûte aussi des investissements. Par exemple, sur l'unité de méthanisation, on est 53 exploitations, on compose, on doit créer des fosses, on investit dans des fosses. Pour le stockage de digestat, par exemple, et aussi, comme on disait, sur l'élevage en Bleu-Blanc-Cœur, on a une obligation de moyens. On doit mettre du lin dans la ration pour améliorer la santé des vaches, pour améliorer le lait, pour la consommation des. Et ça vous pénalise tout ça, financièrement, économiquement? Non, ça nous pénalise pas, non. Non. Faut être. Quand on s'est rencontrés, vous m'avez dit, en fait, il faut qu'on conserve nos marchés. Oui, c'est ça. La plus-value, elle est là, en fait. C'est de se dire, un jour, ça fera la différence. On fera la différence entre une exploitation décarbonée ou qui est en cours de décarbonation et l'exploitation qui ne souhaite pas le faire. Très bien. Alors Benoît Rouillet, donc vous êtes responsable du service climat, si c'est bien ça, à Lidl. Moi j'ai envie de vous demander ce que vous pensez des pratiques engagées sur le GAEC de Cindy Chauviré. C'est représentatif un petit peu ou beaucoup de tous les leviers, je crois que vous avez identifié pour les élevages bovins, on n'est pas encore dans le porc. C'est représentatif, ça représente ce qu'on peut faire ? Oui, c'est quelques très bons exemples des leviers qui peuvent être mis en place pour engager la décarbonation dans les élevages de ruminants. Donc là, l'exemple du bovin lait est frappant. On a identifié 40, 50 leviers qui sont à la fois utiles, efficaces et pertinents pour les éleveurs pour réduire ces émissions de méthane et d'autres gaz à effet de serre, puisqu'il y a aussi le protoxyde d'azote et le CO2 qui sont émis. Donc c'est les 3 principaux gaz à effet de serre qu'on retrouve en élevage. Les exemples sont parlants parce qu'on a parlé de la gestion des surfaces, on a parlé de la gestion des déjections, on a parlé de la capacité à décarboner des intrants comme l'énergie qu'on doit acheter à l'extérieur. On est aussi en capacité d'en produire de l'énergie avec les panneaux photovoltaïques par exemple. Les actions alimentaires sur le troupeau forcément vont peser lourd aussi en lien avec le méthane que je viens de citer, qui est un gaz obligatoire et les ruminants émettront toujours du méthane, mais on peut chercher à faire un petit peu mieux, à baisser le méthane. La gestion de troupeau également, avec l'âge au premier vélage, ou la longévité des animaux en lien avec la repro et la santé,
c'est aussi important pour finalement avoir un troupeau qui soit homogène et stable dans le temps et éviter d'avoir trop d'animaux improductifs. Mais qu'est-ce que vous conseillez? Au bout du compte, vous me dites, bon, on a identifié des leviers, ces leviers-là, ils sont intéressants. Alors ça veut dire qu'il y a un plan d'action qui est le même pour tous les éleveurs producteurs de lait en France, ou ça veut dire qu'il faut faire du sur-mesure? Quel est votre point de vue, votre analyse à l'IDEL? On utilise souvent une expression avec les collègues, c'est qu'il faut qu'on fasse du cousu humain. C'est-à-dire qu'il n'y a pas une solution unique qui permettrait de décarboner la production de l'ensemble des éleveurs. Vous imaginez bien qu'entre la pointe du Finistère, les montagnes des Alpes et les plaines du Grand Est, on ne va pas du tout avoir les mêmes structures de production, les mêmes contraintes de production non plus, en zone pédoclimatique, en cheptel, en main-d'œuvre. Et donc, il va falloir faire un diagnostic initial dans ces élevages-là pour pouvoir discuter avec l'éleveur du meilleur plan d'action à adopter. Et ensuite, tout ça, ça reste de la théorie. Ceux qui font, ce sont les éleveurs qui font le choix d'implémenter ces actions pour aller vers du mieux. Alors ce diagnostic, c'est vous qui l'avez créé? C'est à l'Institut de l'élevage que le diagnostic CAP2ER a été créé. Donc en fait, c'est un outil d'évaluation multicritère qui fait l'empreinte carbone, mais pas que. Il fait aussi tout un tas de critères autour de la qualité de l'eau, de la qualité de l'air, du sol, de la production d'énergie, j'en oublie certainement, de la biodiversité ou du stockage de carbone. Donc c'est important parce que ça prend en compte plusieurs piliers de la durabilité, et le carbone seul, il n'a pas de raison d'être seul. Il doit être remis dans un contexte global pour savoir si l'ensemble des dimensions vont dans le bon sens quand on met une action en place. Qu'est-ce que la ferme lait France peut espérer en matière de décarbonation? -2, moins 20% de... Vous avez une estimation globale? Il y a des enjeux réglementaires déjà, des enjeux d'engagement qui ont été pris, donc on va plutôt se situer autour de moins 30% en termes de cible. Et raisonnablement, ce qui est dans un premier temps relativement accessible nous paraît être de l'ordre de moins 15 à moins 20%. D'accord. Pour le lait. Maintenant, il y a aussi une dynamique de décapitalisation des cheptels qu'il faut prendre en compte par rapport aux émissions nationales, qui est enclenchée et qui n'est pas forcément ce qu'on va rechercher. Et on parlera peut-être de l'avenir et des solutions pour l'avenir. On va en parler. Une dernière chose, est-ce que vous considérez que tous ces leviers pour décarboner vont dans le sens d'une adaptation au changement climatique? Parce que là, les agriculteurs ont quand même été secoués les 3-4 dernières années. C'est compatible ou pas? Alors il va falloir qu'on y veille, en tout cas, à proposer les solutions compatibles. Et de toute façon, je dirais que même l'adaptation au changement climatique va primer, parce que la préoccupation principale des éleveurs, c'est est-ce que mon élevage est viable pour toutes les potentielles crises climatiques que je vais devoir vivre dans les prochaines années. Et dans ce contexte-là, qu'est-ce que je peux implémenter pour décarboner? Donc les deux vont de pair de toute façon. Très bien, merci. Alors Olivier Judil, on va quitter les vaches pour les porcs. Donc vous êtes producteur de porcs près de Lamballe, Penguilly, c'est ça? C'est ça. Votre commune. Voilà, associé avec un tiers, donc hors cadre familial, un salarié et un salarié et quelques. À mi-temps, oui. Voilà, deuxième à c'est ça. mi-temps, exactement. 300 truies naisseurs-engraisseurs, si je ne me trompe pas, 65 hectares de culture, donc vendus à la Coperle, votre coopérative. Vous êtes vice-président de la Coperle et vous vous occupez principalement du dossier environnement. Donc c'est quelque chose qui vous tient à cœur. Il y a 1200 éleveurs de porcs, pour ceux qui ne sont pas de l'Ouest, sur le Grand Ouest, avec en gros 5 millions de cochons et 30% d'export. Exactement. C'est ça, je ne me suis pas trompée. Alors, la question va être la même, mais je crois que les leviers ne sont pas du tout les mêmes. Qu'est-ce que vous avez fait sur votre exploitation? Parce que vous êtes très sensible à cette évolution pour décarboner. En porc, ça ne se passe pas du tout comme pour les vaches. Les animaux, ils ne sortent pas. Finalement, en fait, quand j'écoutais ma collègue à côté de moi, je me disais que les leviers étaient un peu similaires. Finalement, ce n'est pas exactement la même chose, mais l'identification des leviers, ils sont en deux endroits. Au champ. Effectivement, dans les champs, quelles espèces on va cultiver, quelles pratiques culturales on va utiliser, quel mode de fertilisation on va appliquer à nos plantes, et puis l'aménagement des parcelles qui va pouvoir aussi, par du bocage, par différents outils, permettre de stocker du carbone. C'est ce que vous avez fait chez vous? Vous êtes en train de mettre ça en place? Oui, petit à petit. Alors, vous avez dit que j'avais 65 hectares, mais ça fait pas très longtemps que je les ai. Dans le secteur de Lamballe, on est beaucoup hors sol. Et donc, la surface agricole a augmenté depuis 7-8 ans. Et donc, petit à petit, on met en place des pratiques visant à améliorer notre performance vis-à-vis du carbone. Et ensuite, au niveau de l'élevage, il y a deux gros leviers. C'est d'abord la nutrition de nos animaux. Donc, par 2 points, le choix des matières premières qu'on va utiliser pour les nourrir. Donc ça va changer? Ça, c'est étant engagé au sein de ma coopérative, c'est Coperle qui me fournit les aliments.
Donc là, je délègue en fait ce travail à un acheteur de matières premières qui lui va arbitrer. Et effectivement, si on achète du soja issu de la déforestation, on peut facilement imaginer que le bilan carbone de l'alimentation de mes animaux va pas être Donc vous allez vers une top. évolution de la composition Voilà. des rations pour les porcs. Exactement. Et le deuxième levier, c'est tendre vers une performance technique améliorée, donc une performance environnementale améliorée. Et là, on travaille à une nutrition de précision, c'est-à-dire qu'en individualisant l'alimentation de nos animaux, on est capable d'avoir des performances accrues. On est de plus en plus pointu. Et au niveau des bâtiments, il y a des choses qui changent Et peut-être au niveau des bâtiments, l'objectif, c'est d'éviter en fait le stockage des déjections dans les bâtiments et sous les animaux, avoir une évacuation fréquente pour éviter la fermentation et pouvoir ainsi mettre en place une méthanisation qui va permettre une captation du méthane et une valorisation énergétique derrière. Très bien. Donc des leviers qui sont également en place. On reparlera après ce que vous faites avec la filière et au niveau de votre coopérative. Alors, vous avez parlé d'énergie, vous n'avez pas parlé de l'énergie forcément que vous utilisez. Et je vais me tourner vers Marc Dunet. Bonjour, merci de nous avoir rejoints. Donc vous êtes directeur régional de Total Energy. On va faire très vite, mais vous êtes présent dans 130 pays. Alors, on est présent dans 130 pays, mais on va rester un peu sur la France, parce que c'est quand même ça qui nous intéresse. Aujourd'hui, Total Energy, tout le monde connaît pour ses stations. Peut-être tout le monde ne connaît pas la mutation qu'on est en train de vivre, puisqu'on a pris un engagement en 2015 d'aller vers la neutralité carbone, avec des étapes. La première étape, c'est 2030, et avec des grands objectifs, c'est-à-dire qu'on est conscient que pour aller vers cette décarbonation de notre offre énergie, il faudra changer notre mix d'offres. 2015, on est 99% fossiles. 2030, on a l'ambition d'être à 20% de fourniture de molécules décarbonées. Ce sera essentiellement de l'électricité renouvelable essentiellement. Ce sera des biomolécules, peut-être on en reparlera. Oui, tout à fait. Du biogaz par exemple, des nouvelles molécules qu'on est en train de développer. Donc on va dans ce sens. Alors, ce qui s'est passé, on rappelle, 2015, c'est la COP de Paris. C'est la COP, c'est les accords de Paris. Voilà, donc Total devient. Je ne sais pas si à ce moment-là que Total devient Total Energy. C'est un peu plus tard, mais on va dire que Total Energy, ça a été juste symbolisé par le nom, le fait qu'on devienne Total Energy avec un S. J'insiste un peu. C'est pas anecdotique, c'est parce qu'aujourd'hui, on est une compagnie multi-énergie. Et dans ce qui a été décrit précédemment, on s'aperçoit qu'il n'y a pas une solution. Et nous, on est complètement ancrés dans cette démarche, c'est-à-dire qu'il n'y aura pas une énergie, on ne va pas mettre les énergies les unes contre les autres, il va falloir un mix très diversifié et le décarboner de plus en plus. Donc en 2015, vous évoluez vers des énergies plus durables, plus décarbonées, pour, je dirais, pas juste les agriculteurs, pour l'ensemble des gens qui prennent leur voiture, pour les professionnels, les transporteurs, les industriels. Tout à fait, pour l'ensemble de nos clients. Ce qu'on peut dire dans la grande tendance, c'est qu'on va vers de plus en plus d'usages électriques, et ça a été mentionné, c'est remarquable qu'il y ait déjà des applications dans les fers. On est plus visible sur ce qui se passe sur l'automobile, sur le poids lourd, ça commence avec le véhicule électrique. Et donc le changement pour nous, c'est on a une station avec une pompe qui distribue du carburant. Demain, il faut qu'on puisse proposer à cet automobiliste qui se recharge avec une borne de recharge. Il faudra amener l'électricité, la produire avec du renouvelable. Donc c'est un peu ça la transition, et il y a d'autres solutions qu'on met aussi en place. Alors là, je vais vous emmener vers le monde agricole. C'est historiquement Total Energy, j'ai encore l'habitude de dire Total, historiquement, vous êtes proche du milieu agricole depuis longtemps, il y a une proximité géographique, et quand on a préparé, vous m'avez dit qu'il y avait une relation à double sens. Vous pouvez nous expliquer ce rapport historique et cette proximité? Alors, le rapport historique, il vient avec la mécanisation de l'agriculture. Ça commence dans les années 50, et on est présent pour fournir le carburant des tracteurs au départ. On est aussi, on est par cette mécanisation devenu fournisseur de carburant, de lubrifiant, d'AdBlue, aujourd'hui fournisseur d'électricité pour les fermes, de biogaz, enfin de solutions énergétiques pour les agriculteurs. On peut les détailler un peu, ces solutions, parce que tout le monde ne les connaît peut-être pas. Alors, les solutions, la première, ça va être, c'est le GNR que tout le monde connaît, tout le monde utilise. Donc, on est fournisseur de à peu près un agriculteur sur 3 en France en GNR. Aujourd'hui, on apporte des solutions décarbonées pour ce GNR qui s'appelle HVO100. C'est la même formulation molécule. Pas besoin d'adapter son moteur. C'est un produit qui est fait à partir de déchets d'huile végétale et de graisse animale.
compatible avec tous les moteurs, miscible et sans modification de moteur. Donc ça, c'est une solution. Une autre solution, elle est commercialisée, elle est disponible dans les dépôts aujourd'hui, en Bretagne, partout en France. On reviendra peut-être plus tard sur le petit inconvénient de cette solution. Les autres solutions qu'on apporte aujourd'hui à l'agriculture, ce sont des aides pour produire de l'électricité verte. On a parlé tout à l'heure de solarisation. On est aussi capable d'apporter aux agriculteurs des solutions de stockage, parce que quand on dit production photovoltaïque, c'est pas H24, donc il faut voir est-ce qu'on stocke, est-ce qu'on réinjecte et tout ça. Donc on est aussi capable d'étudier ça. On est capable d'apporter des solutions d'agrivoltaïsme, des solutions de production de biogaz. Donc je crois qu'on couvre tout le panel énergétique à peu près d'une exploitation. Vous êtes même engagé dans la méthanisation ? Et on est dans la méthanisation. Et le deuxième volet que vous mentionnez, c'est qu'on est aussi gros acheteur de produits agricoles, puisque dans les carburants classiques, il faut incorporer aujourd'hui une part de bio, qui est 7-8%, voire jusqu'à 9%. Et ces produits sont achetés au monde agricole. Donc on est probablement un des premiers clients du monde agricole. Acheteurs et clients. Acheteurs et fournisseurs. Voilà. Alors, il y a des OGN ou le grand public qui peuvent vous reprocher de ne pas aller assez vite, pas en faire assez. Moi, j'ai envie de vous demander, en fait, votre mix énergétique, vous comptez continuer à le faire évoluer vers moins de fossiles ? C'est la trajectoire. Aujourd'hui, on est déjà rendu à 10%, 11% en 2025. On va clôturer 11% de fourniture de molécules décarbonées. Donc 10% en 15 ans, enfin en 10 ans même, c'est remarquable. On part de grandes quantités, on parle de fournitures mondiales, donc il ne faut pas juste raisonner France. L'étape suivante, c'est 20% et on ira bien sûr beaucoup plus loin. C'est sûr, on nous reproche de ne pas aller assez vite. Après, il faut... La part de vos investissements que vous mettez dans les... C'est plus d'un tiers sur les investissements sur les seules énergies bas carbone, donc c'est 4 à 5 milliards par an. Donc c'est sûr qu'il faut pouvoir le financer tous les ans. Et même si on ne va pas assez vite, c'est quand même une vitesse importante. On a été classé par exemple en 2023 le premier développeur mondial d'électricité photovoltaïque, donc on y va à vitesse grand V, même si il faudrait bien sûr... Il y a la production et il y a l'adoption, donc on y reviendra comme vous le suggériez. Alors Thierry Caquet, bonjour et merci d'être avec nous. Bonjour. Vice-président de l'INRAE, en charge de l'international et jusqu'à présent, vous coordonniez toutes les recherches sur la décarbonation, le changement climatique pour l'agriculture et la forêt, si je ne me trompe. Et vous êtes écologue de formation. Tout à fait. Alors, vous avez vu, il y a un panel de solutions chez les fournisseurs, mises en place chez les producteurs. On verra aussi dans les filières. Il y a de la recherche qui se fait aussi dans les instituts techniques. Est-ce que la technologie va être une réponse suffisante et pour décarboner et pour s'adapter au changement climatique ? Vous avez 30 secondes. 30 secondes. Alors non, ça ne sera pas suffisant. Donc je pense que pour aller très vite, sans parler trop vite, qui est un peu mon défaut parfois, ça a été dit tout à l'heure par mon voisin, on parle de coûts humains. C'est-à-dire qu'on a des solutions, alors qui ne sont pas toutes des solutions technologiques. Des fois, c'est des solutions de conduite d'une exploitation de troupeaux, c'est des changements de pratiques plutôt lié à une réflexion sur le système de production dans son ensemble et non pas un atelier isolé ou une culture isolée. Et je pense que ce qu'il faut avoir en tête, c'est qu'on ne parle pas juste une adaptation mineure de l'agriculture, ni même de nos sociétés, parce que la décarbonation concerne tout le monde, dans toutes nos activités. On parle réellement d'une transformation. Et qui dit transformation dit déjà d'avoir un point de départ et un point d'arrivée, et une trajectoire. Et il n'y a pas une trajectoire, parce qu'il n'y a pas un seul point de départ. Toutes les exploitations agricoles, puisqu'on fait le focus aujourd'hui sur l'exploitation agricole, sont différentes. Les sols sont différents, les conditions climatiques sont différentes, l'histoire du terroir, du territoire est très différente d'un point à l'autre en France. Et donc on est obligé de penser une diversité de trajectoires. Et ça veut dire que dans cette réflexion, effectivement, il y a des leviers technologiques. On pourra parler de génétique, on en a un petit peu parlé, on peut parler d'alimentation adaptée, ça a été évoqué, la transition énergétique, mais c'est aussi une reconception du métier. Ça veut dire qu'il faut se poser des questions, et les agriculteurs se posent beaucoup de questions, mais aider à se poser les bonnes questions et d'accompagner cette mobilisation intellectuelle en laissant du temps aussi aux gens pour s'adapter, en leur montrant ce qui marche, des démonstrations, dans des fermes expérimentales, dans les fermes des chambres, dans les instituts techniques. On travaille beaucoup avec nos collègues de l'IFIP, de l'IDEL sur ces questions. Et je pense qu'il faut aussi, si on veut massifier,
intégrer l'ensemble finalement des acteurs de la chaîne de valeur et non pas simplement les producteurs qui sont bien sûr pris un peu dans l'étau entre ce climat qui change, des pressions très fortes du point de vue de la société, des injonctions parfois paradoxales, et on se retrouve finalement avec un accompagnement nécessaire à mettre en place depuis la formation initiale et tout au long de la vie de ces agriculteurs pour les aider à progresser. Et c'est aussi penser que, et ça a été dit en tout début d'introduction, que ça a un coût, cette transformation, et que ce coût ne peut en aucun cas être assumé par les producteurs seuls. Alors on va y revenir. Donc ce que vous nous dites, c'est qu'il n'y a pas une brique magique, il n'y a pas un plan d'action magique, ça sera du sur-mesure, et que ce n'est pas non plus qu'une accumulation de leviers. On a voilà, des fournisseurs, des leviers, des innovations génétiques et autres qui sont là, mais ce n'est pas suffisant. Il faut quoi? Il faut aller jusqu'à repenser les systèmes agricoles ou au niveau de la ferme, au niveau de la France, au niveau d'un territoire? Je pense qu'il serait dommage de se dire on va tout régler au niveau d'une exploitation ou chaque exploitation prise isolément. En fait, il faut prendre une échelle supérieure. Alors, la ferme France, c'est un terme un peu galvaudé, donc il y a des initiatives d'ampleur nationale qui doivent être prises, de soutien aux filières, de soutien à la formation, mais c'est aussi à l'échelle d'un territoire qu'il faut arriver à refaire des connexions qui peut-être dans certains territoires ont disparu entre les ateliers d'élevage par exemple et les productions végétales où finalement il peut y avoir un flux d'éléments nutritifs venant de l'élevage vers des espaces de grande culture qui actuellement n'en bénéficient pas parce que ça coûte cher de transporter des effluents, c'est pas toujours évident à manipuler et c'est pas dans les pratiques actuelles. Donc repenser à une échelle local. Alors le local peut varier selon la région de France où on se trouve, mais ces liens entre exploitation et ce tissu de production dans le territoire, c'est vraisemblablement plus qu'un levier, c'est un état d'esprit qu'il faut avoir. Et quels acteurs pour mettre en place ce dialogue? Parce qu'il faut qu'il existe ce dialogue au niveau des territoires entre les producteurs, leurs filières, je pense même aux collectivités, à des entreprises, comme la vôtre. Alors, je ne suis pas forcément spécialiste de toutes ces questions, mais ce qui est clair, c'est qu'effectivement, ce qu'on appelle l'amont agricole, donc, peut proposer des services, peut proposer un certain nombre d'outils, mais c'est vraiment, j'allais dire, le tissu local ceux qui achètent les produits agricoles, qui les transforment et qui ensuite les commercialisent, qui doit se mobiliser. Donc cette chaîne de valeur locale, qui après a des ramifications qui vont beaucoup plus loin, doit se mobiliser. Et il y a des exemples de transitions réussies dans certaines régions de France. Bon, un exemple à ma gauche, par exemple, donc c'est ces producteurs de lait qui s'associent pour mettre ensemble des efforts et se donner une direction commune avec des objectifs quantitatifs, une obligation finalement de résultats plus que de moyens. C'est aussi une façon de s'organiser. Je pense que l'auto-organisation ou l'organisation des producteurs est importante, mais il faut aussi les accompagner parce qu'il n'y aurait rien de pire que de se dire on s'engage dans une transition, une transformation, et il n'y a personne qui va acheter les produits qu'on produit parce qu'ils sont trop chers ou qui ne correspondent pas à la demande du marché. Alors, dans je vais dire le brouhaha global qu'on entend et médiatique et autres, c'est qu'on fait quand même porter beaucoup les choses. Merci beaucoup aux producteurs. Cindy Chauviré, vous êtes toute seule ou vous êtes accompagnée par la laiterie où vous livrez votre lait pour transitioner? Je ne sais pas si le mot existe, mais on vous aide? Oui, alors moi je suis administratrice à l'APLBC, l'organisation de producteurs des laiteries Novandi, Andros et LSDH, la laiterie Saint-Denis de l'Hôtel. C'est l'association pour le bien... l'association des producteurs de lait pour le bien collectif qui regroupe aujourd'hui 800 exploitations sur 30 départements. Donc quand on parlait de diversité des territoires, là on y est, on va du centre de la France jusqu'au nord. Alors vous êtes administratrice de l'organisation des producteurs? C'est ça. Et donc on a engagé 100% des producteurs dans le CAP 2ER. Donc pour faire un audit et qui débouchera sur des plans d'action. Donc on fait un audit l'année N, on met en place des leviers choisis avec l'exploitant ou les exploitants et on refait le bilan 5 ans plus tard. Aujourd'hui, on a près de 500 exploitations qui arrivent à N+5. Donc aujourd'hui, on va pouvoir analyser quels leviers sont plus efficaces que d'autres et ceux qu'on peut multiplier le plus, je dirais, dans un plus grand nombre d'exploitations. Alors, pourquoi aujourd'hui on a décidé d'emmener 100% des producteurs? C'est qu'aujourd'hui, le CAP 2ER, c'est la référence nationale qui nous permet de mesurer l'impact de nos activités. Donc, on associe nos clients, qui sont... vos clients sont là. Nos clients, les distributeurs, et nos laiteries.
Donc c'est une collaboration, donc on se retrouve régulièrement autour de ce cap 2ER et autour de cette transition. Voilà. Donc vous n'êtes pas seul sur votre exploitation. Vous connaissez les demandes des clients qui ont besoin de décarboner leurs produits. Ce sont des obligations réglementaires. Bien sûr, on fait partie de leur feuille de route. Aujourd'hui, on sait que l'amont, qu'on le veuille ou non, de toute façon, l'amont, c'est celle qui émet le plus. Donc on fait partie de leur feuille de route. Donc à nous aussi de participer à ces efforts. Très bien. Pour ce qui est de la Coperle, alors le producteur de porc, alors je ne vais pas refaire l'histoire, mais il a essayé de faire au mieux. Les performances techniques n'arrêtent pas d'augmenter. Il faut être très pointu. Il y a les nitrates, il y a eu les algues vertes. Là, on lui demande de décarboner. S'il reste tout seul, ça va être difficile. Donc la Coperle accompagne, on prend l'exemple de la Coperle, vous êtes vice-président, accompagne les producteurs là-dedans parce qu'il y a quand même s'engager comme ça dans des transitions, il y a une prise de risque technique déjà, et puis peut-être économique. Alors il y a deux leviers d'action, en fait, il y a les leviers collectifs et les leviers individuels, où la coopérative va accompagner chaque exploitant dans sa transition, sa transformation. Donc ça va être d'abord des audits, des états des lieux au sein des exploitations, voire identifier les leviers de chacun. Et puis ensuite, on va mettre en place une démarche de progrès qu'on va coupler, là, ça va se mettre en place très rapidement, avec des plus-values qu'on va lier à la RSE. Donc là, c'est en cours, là. Donc là, ça va se mettre en place 2026-2027. Si je m'engage en tant que productrice de porc chez vous, je vais avoir un plus. Il va y avoir des plus de distribués à ceux qui auront démarré des démarches et qui auront capacité à améliorer en fait leur performance sur les exploitations. Donc tout ça, c'est un accompagnement. Donc d'abord par de la R&D qui a été faite au sein du groupe Coperle. Donc sur les 10 dernières années, on a investi 100 millions d'euros en R&D, donc pour trouver les technologies adaptables aux exploitations pour pouvoir progresser et répondre à cette stratégie nationale bas carbone. Et donc pour l'alimentation et pour la maîtrise des déjections. Et ensuite, on a des leviers collectifs qui sont mis en place. Il y en a un qu'on a mis en place il y a plus de 10 ans. C'est lequel alors? C'est l'arrêt de la castration des porcs. Traditionnellement, on castrait les animaux mâles. Oui. Parce que voilà, la viande était plus odorante et tout ça. Donc nous, on a arrêté de les castrer. Un animal entier a une meilleure valorisation de l'aliment. Et donc la méthode Agribalise a validé qu'un élevage de porc mâle entier émet 8,6% de moins de carbone. D'accord. Donc on a déjà fait vertueux là. Voilà, on a amélioré le bien-être animal. On a supprimé une tâche ingrate en élevage et au bout, on a la récompense en carbone. Et ensuite, au sein de la Coperle, on a ce projet d'usine de carburant réalisé à partir de graisse de flottation. Alors, c'est un projet d'usine qui va être en Bretagne. Voilà, oui, il va être à Lamballe, voilà. Hier. Et on va. C'est le 5e quartier, en gros, que vous. Ouais, même là, c'est même un peu plus loin que le 5e, c'est peut-être le 6. C'est vraiment un déchet graisseux que peu de personnes arrivent à valoriser. Nous, on s'en est occupé, on a mis des ingénieurs à travailler dessus, et là, on a des camions et des véhicules qui roulent avec ce carburant. Et l'objectif, c'est d'avoir une flotte de poids lourds au sein de la coopérative qui soit alimentée avec ce carburant et donc zéro émission carbone fossile et qu'on puisse aussi faire rouler les tracteurs, les moissonneuses et les ensileuses de nos adhérents. Très bien, merci. Donc tous les maillons au niveau de la Coperle finalement travaillent à cette donc la coopérative, décarbonation. La coopérative, c'est 9 branches d'activité et chaque directeur de branche a sa feuille de route pour améliorer sa performance carbone. Alors Marc Dunet, j'ai envie de vous poser la question parce que là on a peut-être, vous allez me dire, on a peut-être des pionniers ou des bons élèves, voilà, ils sont déjà engagés, vous êtes peut-être un petit peu en avance et puis vous êtes un peu des référents peut-être aussi pour les autres adhérents. Vous proposez donc des carburants qui sont plus durables, qui ne sont plus fossiles. Est-ce qu'il y a une appétence, vos clients ils se jettent dessus ou pas trop ? Pas trop aujourd'hui. Alors on est peut-être fautif parce que peut-être qu'on n'a pas assez informé. Mais il y a quand même un problème à la base de coût de production de ces biocarburants. Alors, c'est les mêmes types de carburants que ce que fait la Coperle, sauf que nous, on intègre un peu plus d'huile végétale usagée. Il faut bien imaginer qu'on va chercher dans les McDo, pour schématiser, des petits camions d'huile usagée, on va les amener à Marseille, on raffine et on refait du carburant. Donc ça coûte cher. C'est pour ça qu'aujourd'hui l'acceptation de ce produit elle est un peu compliquée
aujourd'hui. Après, ça va être une histoire de massification. Et vous avez l'impression que la prise de conscience est là chez vos clients, mais que c'est une question de surcoût, qu'on n'y est pas encore? Aujourd'hui, on y est. La prise de conscience est liée. Alors, on travaille sur différents marchés. Dans le secteur du transporteur routier, elle est un peu plus avancée parce qu'il y a un donneur d'ordre qui va probablement accepter de payer un surcoût pour que son prestataire roule avec des émissions réduites. Dans l'agriculture, je pense qu'on va y arriver. La Cooper le fait. Et c'est une solution, le biocarburant, mais il n'y a pas que ça. Je crois que l'électrification des usages, demain, va faire que on va aussi décarboner par un changement de matériel. On le vit dans l'automobile, on commence à le vivre dans les autobus, dans les cars, on va le vivre dans le poids lourd, on va vers de l'électrification à base batterie. Donc ça, c'est aussi un autre levier. On ne peut pas travailler, fonctionner, vivre sans énergie aujourd'hui. Non, on peut pas. On est tellement habitué à certaines énergies que la transition n'est peut-être pas évidente. Alors, je sors d'agriculture, mais rien que le changement de la voiture, passer d'une voiture à une autre, c'est difficile pour plein d'autres. C'est difficile. Moi, ce que je voudrais rajouter, c'est que nous, énergéticiens, on ne peut pas changer notre mix sans l'aide de la société, puisque on ne fait pas le marché. Aujourd'hui, on ne fabrique pas de voitures, ce n'est pas nous qui sommes les leaders. Donc, on va offrir ce qu'il faut pour accompagner. Mais ce changement, il doit se faire tous ensemble. Avec les pouvoirs publics, il y a un problème de surcoût. Qui c'est qui peut payer pour que ça se passe? Est-ce que c'est le consommateur? Est-ce que c'est des histoires de taxes? Est-ce que c'est... j'en sais rien. Alors, ces freins, d'où pourraient-ils venir, Benoît Rouillet? Vous avez l'impression que la prise de conscience dans les filières s'est faite ou pas, mais ça bloquerait pour quelles raisons? Alors d'abord, oui, la prise de conscience s'est faite. Cap2ER, les premiers diagnostics datent de 2015 et on est aujourd'hui à plus de 52 000 diagnostics réalisés dans toutes les filières de ruminants. Donc c'est quand même, il y a une dynamique qui est là et que ça a été adopté. D'ailleurs, je le répète, mais parce que Cap2ER est reconnu par les filières, donc c'est pas seulement un outil pour les producteurs, c'est aussi un outil pour les producteurs et leurs acheteurs, que ce soit dans le monde du lait ou de la viande d'ailleurs. Donc ça, c'est important. Et on a rajouté depuis 3 semaines un module qui est lancé sur la volaille d'ailleurs. Ah oui, et vous avez expliqué tout ce qui était passé en revue. Vous passez aussi en revue le type de carburant qui est utilisé dans les tracteurs et les véhicules d'exploitation? Ça fait bien partie des intrants qui sont pris en compte et donc les facteurs d'émission peuvent varier en fonction du type d'intrant. Donc oui, ça fait partie. Vous épluchez tout. Ben, en tout cas, c'est ce qu'on nous demande de fournir comme outil pour que les éleveurs puissent effectivement être au plus proche de la réalité sur leur diagnostic. Alors, est-ce que Cindy Chauviré et Olivier July sont représentatifs de leurs collègues ou est-ce qu'ils sont un petit peu en avance quand même? Je pense qu'ils sont quand même bien dynamiques. C'est peut-être pour ça que vous les avez invités d'ailleurs. Mais oui, ils ont cité un très grand nombre de leviers disponibles. Il reste quelques freins parfois à la décarbonation. Il y a un frein économique parce que souvent on se dit quand on décarbone un élevage, les performances économiques de l'élevage vont s'améliorer parce qu'on optimise le système et en moyenne, c'est plutôt vrai. Par contre, on ne prend pas en compte le cheminement, le coût de la transition. Donc le coût de formation des éleveurs, le temps pour adopter une nouvelle technique, l'investissement. On parlait d'énergie, si vous changez un tank à lait pour avoir un tank à lait moins gourmand en énergie pour refroidir votre lait, c'est un coût d'investissement. Donc il y a plein d'éléments comme ça qui sont des freins qu'on va pouvoir lever à travers différentes initiatives de soutien des acheteurs du lait ou de la viande, de soutien des pouvoirs publics parfois à la décarbonation. La majeure partie des stratégies de décarbonation reposent en fait, nous, sur 2 types de projets. Des projets financés par les pouvoirs publics à travers notamment les régions, qui vont soutenir ces actions-là et quelque part prendre en charge le diagnostic, l'accompagnement technique pour les éleveurs sur ces stratégies-là. Et puis, il y a aussi le volet des industriels et des coopératifs, qui finalement ont des acheteurs qui leur demandent de décarboner leur mix produit et qui vont de fait répercuter un accompagnement vers les producteurs pour que la décarbonation se fasse à l'échelle de la filière. Alors, Cindy Chauviré, Olivier Judil, excusez-moi, c'est la fin de la journée. Vous êtes engagés, mais on parlait des freins par rapport à vos homologues en production de lait ou porc. Vous avez l'impression que ce qui coince le plus, ça serait quoi? C'est un manque d'habitude, c'est un manque d'accompagnement, c'est un manque d'information, comme le disait Marc Dunet, peut-être qu'on ne communique pas assez, ou c'est la peur de risques économiques? Oui, je pense que je suis assez d'accord sur le fait que le coût de la transition, en effet, c'est de l'avance de trésorerie où parfois
on n'a pas le retour financier. Et c'est pas palpable quand on abaisse l'âge au vélage des génisses. Bon, bah, on n'a pas directement le cash qui vient là-dessus. Par contre, quand on vend de l'électricité solaire, bon, là, on le voit. Donc, il y a sans doute quelque chose qui est un peu bloquant ici. Mais par contre, c'est aussi nouveau, quelque part, pour les agriculteurs. Donc, il faut aussi le temps de s'y préparer et que ça rentre dans les mœurs. Mine de rien, vous enchaînez les changements et les adaptations permanentes. Vous avez un peu la même analyse ou c'est différent en filière porcine? Non, c'est un peu la même analyse. C'est aujourd'hui des paradigmes qui sont un peu nouveaux, qui sont assez abstraits. Et quand on va aller vers une réglementation qui va se durcir, on va voir en fait l'avantage d'avoir décarboné son exploitation. Parce que l'accès au marché va quand même être plus simple par rapport à quelqu'un qui n'aura pas évolué, qui sera resté sur des principes passés. Je pense que des débouchés seront perdus. Et ils seront plus rémunérateurs peut-être pour ceux qui ont fait les efforts d'abord. Très bien. Oui, nous, on le voit, la valorisation aujourd'hui, elle se voit à travers de l'intérêt qui est porté par nos clients vers le collectif et nos laiteries. On le voit et elle est concrétisée par la signature de contrats tripartites et qui donne, comme disait Michel Biraud ce matin, qui donne de la visibilité et qui permet d'investir dans la décarbonation. Donc même s'il n'y a pas un retour, un prix plus au mois le mois, voilà, eh bien, on le voit sur la différenciation et les contrats. Très bien. Je vais encore vous poser une question difficile, Thierry Caquet, faisons un peu de prospective. Donc voilà, il y a des bonnes volontés, il y a une prise de conscience, mais c'est quand même compliqué pour déployer tout ça. À votre avis, qu'est-ce qu'il faudrait pour qu'on ait un déploiement un peu plus important, je ne sais pas si on pourra rattraper notre retard, mais disons pour accélérer, vous avez dit qu'il faut plus de synergie entre les acteurs, il faut plus de formation, plus d'aide, plus de communication. Comment vous voyez les choses ? Alors, je pense qu'une première étape, ça serait de faire de la décarbonation non pas une contrainte, mais un atout. Alors, ça a été un peu dit là sur la différenciation, sur la possibilité d'accéder à certains marchés, peut-être certains labels. On sait que les labels, le Blanqueur par exemple, c'est connu du public et les gens ont un acte d'achat qui est guidé par ce qu'ils connaissent du label. Donc, le fait de se dire que finalement, quand on fait de la décarbonation, on fait quoi? On réduit les émissions quand elles sont réductibles, et puis on essaye de ne pas déstocker le carbone qui est stocké dans la biomasse et dans les sols, et si possible, on augmente le stockage de carbone dans la biomasse et dans les sols. Et ça doit être vu comme une mesure sans regret pour les agriculteurs. Pourquoi? Parce qu'un sol dont la santé s'améliore, parce qu'on lui restitue plus de carbone, et tout ce qui va avec le carbone bien sûr, eh bien c'est un sol qui est moins sensible à la sécheresse, qui retient davantage l'eau, qui va mieux finalement supporter la production et peut-être à un moment donné être finalement un poste d'économie sur certains intrants, y compris d'ailleurs en protection des cultures contre certains ravageurs. Donc changer déjà le fait de dire c'est pas un bâton qu'on brandit en disant tu décarbones sinon je te tape, c'est la décarbonation, ça doit être un mode de pensée qui fait en sorte qu'on a des co-bénéfices qui sont accessible. Et c'est sur ces leviers-là qu'agissent certains acteurs. Alors j'ai des exemples, alors on a beaucoup parlé d'élevage, ce qui est normal, on est en Bretagne, mais il y a aussi les grandes cultures ou d'autres cultures qui se mobilisent là-dessus. Deux exemples, sans faire de publicité, je ne suis pas payé par eux. Le plus gros producteur de maïs popcorn, alors vous savez, le maïs popcorn en France, c'est quand même pas la plus grosse production, mais ils sont tous dans le sud-ouest. La coopérative, c'est Nataïs, et elle a mis en place depuis maintenant 6 ou 7 ans un premium pour ses producteurs, pour stocker du carbone dans les sols. La question maintenant, c'est est-ce que c'est additif? En gros, est-ce que s'ils n'avaient pas payé, il y aurait quand même ce stockage? Et quel niveau de rémunération? Mais ça s'est fait depuis 6 à 7 ans. Et puis dans l'Est, Vivescia est consciente qu'il faut que ses adhérents fassent une transition. Et ils ont estimé le coût de la transition. Parce que mettre des couverts intermédiaires, faire un travail différent du sol, etc., ça peut avoir un coût. Ça a un coût. Tout à fait. Et donc, il ne faut pas que ça soit plus cher pour l'exploitant que ce qu'il va récupérer quand il va vendre ses produits. Et donc, il y a un premium. Alors, l'ordre de grandeur, je crois, c'est 100 € par hectare pour Vivescia, en accord avec ses acheteurs derrière, pour favoriser des pratiques qui sont non seulement destinées à stocker du carbone, mais améliorer la biodiversité et améliorer la santé des sols. C'est vraiment des co-bénéfices qu'il faut capitaliser et qu'il faut quantifier et monétiser. Alors le mot fait peur parfois, on n'a pas le temps de rentrer dans le détail, par exemple des crédits carbone, le label bas carbone ou d'autres labels, qui permet quand même d'avoir une rémunération de la tonne de carbone stockée
largement au-dessus du cours moyen du carbone au niveau mondial. C'est en gros 4 à 5 fois le prix du carbone tel qu'il est sur le marché mondial. Donc il y a des leviers. Après, il y a un mot qu'on n'utilise pas beaucoup en français, c'est dérisquer. Ça vient du monde de la finance, dérisquer les acteurs. Et ces initiatives portées par Laval en lien avec les producteurs, c'est des choses qui permettent de dérisquer, qui finalement couvrent le risque pris par un producteur de s'engager dans une trajectoire qui n'est peut-être pas forcément incertaine, mais qui donnera peut-être un bénéfice au bout de 4 ans, 5 ans, 6 ans. Et c'est ça qu'il faut qu'on travaille à toutes les échelles, et c'est aussi nous, en tant que consommateurs, qui devons avoir ça en tête, parce que finalement, on demande beaucoup à la profession agricole, ils donnent beaucoup, mais on a vraiment besoin de les accompagner et d'intégrer dans nos propres actes d'achat cette pensée de la décarbonation et peut-être freiner certains achats de produits importés qui viennent de très loin et qui ont une empreinte carbone beaucoup plus importante. Ou la table ronde précédente sur l'étiquetage de l'origine. Alors, dérisquer, donc en fait, si j'ai bien compris, c'est ce que vous faites, vous proposez des choses pour le faire. Au-delà de ça, il y a quand même les pouvoirs publics, il y a la France, il y a l'Europe. Est-ce que ces politiques publics sont à la hauteur de ces enjeux-là? Je vous pose encore une question magique là. Monsieur Macron n'est pas venu là, mais est-ce que c'est à la hauteur des enjeux? Et surtout, j'ai envie de dire, est-ce qu'il y a une vision? Parce que les agriculteurs se plaignent souvent de ne pas plus avoir de cap, enfin, ou qu'ils soient changeants en permanence. Alors, je pense que des politiques publiques, on n'en manque pas, que ce soit au niveau national ou au niveau européen. Je prends l'exemple européen, est sorti en décembre l'année dernière la nouvelle stratégie de la Commission européenne pour l'alimentation et l'agriculture, qui finalement dit il faut une agriculture plus résiliente, plus neutre vis-à-vis du climat, qui s'adapte. Donne pas forcément les leviers pour le faire, mais on a quand même une politique agricole commune qui est, je rappelle quand même toujours pour l'instant, le principal budget de la Commission européenne, plusieurs milliards d'euros, avec finalement des injonctions là encore paradoxales où on a finalement des paiements qui sont à la surface, à la production, et puis le pilier 2, et puis les plans nationaux qui sont peut-être un peu moins disants que ce qu'ils pourraient être ou ce qu'ils devraient être. Donc les politiques publiques, on n'en manque pas. Ce qu'il manque, c'est un peu de constance et effectivement peut-être une vision de ce que devraient être les agricultures françaises et non pas une agriculture monolithique qui serait tout engagée dans la même trajectoire. Alors je vois Gaël me rejoint et avant d'avoir discrètement, il vous a rejoint. Mais je sais comment il procède, donc il arrive avec des questions pour vous tous. Au préalable, j'aimerais vous poser une question un peu prospective, la même à chacun. Donc vous n'aurez pas le temps d'un exposé, mais j'aimerais bien avoir votre réponse. Vous avez droit à un joker si vous n'avez pas la réponse. Voilà, si vous deviez imaginer l'exploitation décarbonée de 2035, donc on rentre dans les objectifs France-Europe, à quoi ressemblerait-elle, Marc Dunet? Alors moi je vais parler que pour la partie que je connais, c'est-à-dire l'énergie. Moi je vois une exploitation déjà qui utilise des solutions qui vont aller vers de plus en plus d'électrification, c'est déjà en route. Je vois une exploitation qui devient de plus en plus autonome en énergie, donc qui devient acteur de la production et qui va rajouter des briques dont on a peu parlé. C'est aujourd'hui des briques de stockage d'électricité par exemple qui permettront de produire et de réutiliser tout au long de la journée ou de l'année. Donc on va aussi vers quelque chose dont on a parlé plus sur la souveraineté alimentaire. On va parler de plus en plus de souveraineté énergétique et c'est intéressant de voir qu'on peut, en décarbonant, on peut produire chez soi et s'affranchir d'importation. Je crois que c'est aussi important. Voilà. On a oublié qu'avant-guerre, je crois que la sole en céréales, pour moitié, servait à l'alimentation des chevaux. Et les chevaux, c'était l'énergie. Donc quand on dit qu'il ne faut plus faire d'énergie sur les sols, voilà. Mais il y a des solutions qui se profilent. Benoît Rouillet, votre vision pour 2035 de l'exploitation décarbonée? Alors pour les ruminants, je pense qu'il faudra un nécessaire recouplage entre le végétal et l'animal, remettre un peu de mixité dans ces éléments-là. Y mettre aussi de l'efficacité économique pour que finalement les hommes et les femmes qui travaillent dans ces exploitations se dégagent un revenu de leur travail qui soit conséquent et digne des efforts qu'ils font pour la décarbonation. Olivier Judil, vous pensez à la même chose ou votre vision est très différente? Non, elle n'est pas différente, mais je vais rajouter... je rejoins l'idée de la polyculture élevage, en fait, le lien au sol ou même différents types d'élevage sur une même exploitation pour valoriser au mieux différentes cultures. De la prairie, des cultures de vente et autres. Je pense que le lien doit se refaire. Et puis surtout, il faudra une exploitation performante parce que la performante amène l'efficacité et l'efficacité énergétique en particulier.
Cindy Chauvéry, pour le lait, l'exploitation décarbonée, c'est un peu la vôtre ou il y a encore plein de choses à faire? Non, il y a toujours plein de choses à faire. Même à N+5, on a encore beaucoup d'idées. C'est une exploitation qui est autonome en énergie. À mon sens, elle consomme son électricité et elle est capable surtout de s'adapter d'une année sur l'autre, tant aux aléas climatiques. Anticiper. Oui. Très bien, au-delà de dérisquer. Et comment voyez-vous l'exploitation de 2035? Je suis très aligné avec tout ce qui a été dit. Moi, je rajouterais de conserver de l'agilité, parce que ce climat qui change, il va continuer à changer, peut-être encore plus rapidement que ce qu'on connaît. Donc, conserver de l'agilité, ça veut dire, quelque part, ne pas mettre tous ces œufs dans le même panier, de la diversification, et puis une exploitation qui est encore plus intégrée dans un territoire, avec les acteurs du territoire, au-delà de la profession agricole, parce que c'est vraiment une aventure collective, plus qu'une aventure, c'est un enjeu collectif qu'il faut qu'on porte. Très bien. Gaël, nous avons des questions? On en a quelques-unes. À propos d'avenir, il y avait une question sur les crédits carbone. Est-ce qu'il y aura encore des crédits carbone en 2030? Alors, réponds. Je serais incapable de répondre s'il y en aura encore en 2030. Je pense que les crédits carbone, ils ont la possibilité d'être vertueux, il faut faire attention, on ne peut pas faire tout et n'importe quoi. Peut-être une des limites, c'est que ces crédits carbone ne doivent pas être utilisés pour éviter de faire des efforts d'atténuation dans d'autres secteurs de l'économie. Les deux éleveurs soulignent l'importance d'une coopérative pour une transition. Quels horizons pour les élevages non adhérents? Qu'est-ce qu'on peut dire à ça? Je pense que la coopérative joue son rôle de leader sur le sujet. Malgré tout, rien n'empêche à des acteurs privés de proposer des solutions ou d'autres façons de s'organiser entre agriculteurs. Mais voilà, je pense que de toute façon, cette décarbonation, elle va s'imposer à chacun d'entre nous, par la porte ou par la fenêtre, j'ai envie de le dire. Et ceux qui auront anticipé au maximum les choses auront la capacité d'adaptation les plus rapides et les moins coûteuses. Je me permets d'ajouter, c'est que j'ai cité les 3 collèges, producteurs, coopératives, privés dans mon discours, et que les initiatives sont aussi bien du côté des coopératives que des privés, avec des organisations de producteurs qui négocient aussi avec les entreprises privées autour de ces sujets-là. Allez, une dernière question. Le Shift Project oriente vers une réorganisation de l'agriculture avec un élevage plus dispersé sur le territoire. Est-ce que c'est réaliste ou utopiste? Pas facile. C'est une façon de voir. Après, moi, je pense que on a en Bretagne un tissu autour des exploitations qui permet d'envisager différents projets. Rien n'empêche les autres régions de développer un élevage ou de développer d'autres solutions, mais je pense que là où il y a de l'élevage, il y aura toujours de l'élevage. Ça va être difficile de délocaliser l'élevage. Oui. Allez, un dernier. En fait, on peut effectivement faire des scénarios de ce type-là qui sont très intéressants pour nourrir la pensée. Après, la démonstration, Benoît me le disait à l'oreille, lorsque l'élevage est sorti d'une région, c'est très difficile de réintégrer. Il y a eu quelques tentatives, on sait que c'est compliqué. Après, ça l'est dans l'état actuel de nos sociétés, de notre agriculture. Face à un monde qui va fortement changer, peut-être que ce qui nous paraît actuellement utopique va devenir peut-être une solution. Il ne faut jamais insulter l'avenir et il faut toujours garder justement cette agilité de penser des trajectoires différentes. Peut-être qu'à un moment donné, elles vont s'avérer dans certaines régions plus pertinentes que d'autres, mais une vision unique et monolithique serait quand même très très dommageable, je pense, pour notre futur. Juste une petite remarque, dans le Shift Project, ce qui est intéressant, c'est qu'ils ont été au bout des choses, ils ont aussi évoqué les freins de leur propre scénario, et ils sont très intéressants à les regarder. Moi, j'ai une question pour Marc Dunet, parce qu'on a démarré par votre côté international. Je voudrais savoir si ce type d'approche et de table ronde, c'est stricto sensu français ou européen? Non, je pense que c'est européen. La problématique de décarbonation, elle existe partout. On est en pointe sur l'agriculture, probablement en France, c'est même certain. On est en pointe sur d'autres secteurs en Europe, sur la mobilité par exemple, mais je pense c'est une préoccupation majeure. Elle l'est en Chine, ils ont dégainé les premiers sur la voiture électrique, ouais. Ils ont pris de l'avance. Il faut que sur l'agriculture, on continue à performer pour être en tête du peloton, sinon les perdants vont payer cher. Votre mix énergétique, en fait, il est
entendable partout dans le monde. C'est pas uniquement une solution, Absolument. Pour l'Europe. Ce qu'il faut bien savoir, c'est qu'on a vu qu'il y avait plusieurs solutions, il y a plusieurs vitesses de transition. Il ne faut pas oublier que dans certains pays, ils n'ont pas encore accès à l'électricité. Donc la transition énergétique, pour eux, c'est déjà d'abord d'en avoir, et puis après, on verra. Donc chaque pays doit aller à sa vitesse. Ce qu'il faut, c'est qu'on arrive à l'objectif commun. Le carbone, il n'a pas de frontières, donc qu'il soit fait en Chine ou en France ou en Corse ou ailleurs, il arrivera toujours sur nos têtes. Très brièvement, sur la dimension agricole, puisqu'on est là pour parler d'agriculture, Brésil et Chine travaillent beaucoup sur cette question de stockage de carbone dans les sols, de finance carbone, et je pense qu'on est bien, mais on n'est pas forcément très devant ces pays-là, et qui ont des surfaces et des nombres d'agriculteurs considérables, avec du bien et du mal dans leur politique agricole, mais en tout cas sur cette question très précise de l'amélioration de la qualité des sols, stockage de carbone, Brésil et Chine sont très très bien positionnés. Merci beaucoup à tous les 5.